Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue sur le plateau de votre émission Islam. Depuis plusieurs années, l'espace public et médiatique sont le relais d'une autre façon de parler et d'évoquer l'islam et les musulmans. Cette façon, nous la qualifions d'islamophobe. Eh bien, avec nos deux invités ce matin, nous allons essayer de voir d'abord quelle est la genèse, quelles sont les racines de cette islamophobie. Pour en parler ce matin, j'ai le plaisir de vous présenter nos deux invités. Maître Shamseddine Hafiz, bonjour. Vous êtes vice-président du Conseil français de culte musulman, président de l'association Vivre l'Islam. Et vous êtes auteur d'un ouvrage dont je vais parler tout à l'heure, puisqu'on est au cœur de ce sujet dans cet ouvrage. À côté de vous, Maître Gilles Levert, bonjour. Vous êtes avocat, vous êtes auteur d'un ouvrage justement sur le droit et les musulmans en France. Avant de venir vers vous, l'islamophobie, comme vous le savez, est d'abord une affaire de mots. Qu'est-ce que l'islamophobie? Écoutons et après on reviendra vers vous. Aujourd'hui, en ce qui concerne le racisme, la clé d'entrée dans ces manifestations nouvelles, ce n'est plus l'origine, ce n'est plus la nationalité, ce n'est plus le prénom, mais c'est aussi aujourd'hui ce qui peut ressembler à quelqu'un qui prie d'une certaine manière. Depuis le début des années 2000, un mot nouveau est entré dans le vocabulaire. Islamophobie. L'actualité internationale et la question récurrente sur la place de l'islam en France alimentent la montée d'une nouvelle forme de racisme. Il y a toujours eu un racisme, il y a toujours eu. Mais moi je constate que depuis quelques années, on en parle beaucoup des musulmans. Moi je me rappelle dans les années 80, encore 90, on n'en parlait pas tellement. Quand on était jeune, il n'y avait pas tout ça, quoi. Moi j'avais plein d'amis musulmans, tout ça, et puis aujourd'hui c'est chacun son clan, quoi, en fait. C'est chacun de son côté. On constate aujourd'hui, hélas, une augmentation des phénomènes de discrimination liés à l'appartenance religieuse. Le mot islamophobie, pour nous, si vous voulez, c'est souvent considéré par certaines personnes qui ne connaissent pas l'islam. On a l'impression que l'islam, c'est pas la tolérance, c'est la haine, c'est la méchanceté. Le racisme, il se nourrit de quoi, en fait? De cette fameuse ignorance de l'autre. L'autre, c'est l'étranger, c'est la personne que je ne connais pas. Moi j'aimerais bien qu'on retourne dans les années 90 où qu'on voyait le musulman, mais on voyait l'être avant le musulman. Parce que maintenant on voit le musulman avant l'être. Pourquoi on me demande mes origines? Je suis française, point. Moi mon père il a fait la Deuxième Guerre mondiale, il était dans les Vosges, il s'est battu pour la France, on s'est battu pour la laïcité. Avec vous tous, rassemblés aujourd'hui en ce lieu de mémoire, je souhaite honorer la mémoire de ces combattants français dont le sacrifice ultime et le courage nous obligent à jamais. Vive la République, vive la France. Maître Shamseddine Hafiz, d'abord une réaction à ce reportage. On a entendu les gens dire quand on était petit, on n'avait pas ça. Qu'est-ce que vous en pensez de ce reportage? C'est vrai que depuis notamment le 11 septembre 2001, le phénomène s'est accéléré. Mais je voudrais, ce que j'ai remarqué dans ce reportage, c'est que plusieurs personnes parlent du même sujet, mais n'ont pas tout à fait les mêmes définitions. Et je crois que la notion d'islamophobie, il faudrait qu'on s'arrête un petit peu sur la définition de ce terme, parce que veut dire l'islamophobie? Est-ce que c'est, comme dans toutes les autres expressions, la phobie contre l'islam, c'est-à-dire contre la religion elle-même, ou contre les musulmans? Aujourd'hui, lorsque on parle de l'islamophobie, on est en train de regrouper d'autres atteintes, les Maghrébins, les Arabes. Il y a une certaine forme de racisme qui s'est complètement, je dirais, enfoui par cette notion d'islamophobie, et on voit que depuis un certain nombre d'années, que ce soit les juristes et les intellectuels de manière générale, posent la question sur la définition de l'islamophobie. Donc il y a à un moment donné, puisque vous nous invitez en tant que juriste, à chercher à définir cette notion qui est très importante pour que nous puissions par la suite savoir, à partir de cette définition, comment la qualifier pour saisir les tribunaux compétents. Maître Devers, est-ce que cette islamophobie est une nouvelle forme de racisme? Si oui, comment l'homme de droit que vous êtes la perçoit aujourd'hui dans une société comme la nôtre?
Je crois que très franchement, c'est au départ un manque de culture. C'est de l'inculture, c'est ce qui est différent, inquiète. Et c'est du registre de l'éducation, c'est du registre de la communication, de l'enseignement. C'est pas notre registre du droit. Sur le plan de notre registre du droit, la question c'est jusqu'où va une idée, jusqu'où va la liberté d'expression. Nous sommes dans des pays européens, largement entendus, où la liberté d'expression est très poussée et où il est possible de dire du mal des autres. Il est même possible de mettre en cause l'honneur des autres au terme de la jurisprudence. Mais on doit le faire à partir de faits et être en mesure de donner une démonstration. Et il ne faut pas le faire par une espèce d'assemblage de mots qui ne veut rien dire, il faut le faire par des idées. Donc si on a des idées et qu'on veut critiquer, c'est possible. Mais si c'est par l'amalgame, si c'est par des conceptions uniquement péjoratives, si c'est pour attiser la haine, on sort du registre du débat d'idées, on perd la protection de la loi et c'est un rendez-vous devant les tribunaux. Alors, Maître Hafid, vous avez commencé par dire que l'islamophobie, en fait, c'est un concept assez flou, assez large. Pour vous, alors pour pouvoir nous aider à le définir, comment vous-même vous le définissez aujourd'hui? Sur le plan purement juridique, il faut absolument chercher la définition exacte. Parce que lorsqu'on saisit un tribunal, il faut savoir ce que nous allons demander à ce tribunal et sur quelle base juridique nous avons saisi ce tribunal. Donc pour moi, aujourd'hui, acte anti-musulman est peut-être la définition la plus proche de la réalité pour que nous puissions, je dirais, l'inclure dans la notion globale de racisme, puisqu'il s'agit effectivement d'un rejet de l'autre, d'une communauté, d'une appartenance religieuse. Et il y a un cadre juridique aujourd'hui qui existe en France depuis le 29 juillet 1881 à ce jour, avec des aménagements de cette loi, mais le cadre juridique existe. Maintenant, il y a lieu de déterminer l'acte anti-musulman. Parce que l'islam, et je rejoins ce que disait tout à l'heure Gilles Devers, on peut bien évidemment critiquer. On est dans un débat d'idées, je peux critiquer une religion ou une autre, je peux critiquer une opinion, puisque effectivement la liberté d'expression, la liberté d'opinion sont des principes qui sont très importants dans la société dans laquelle nous vivons, et je ne suis pas d'accord avec vous, je peux vous critiquer. Par contre, effectivement, lorsque je porte atteinte à un lieu de culte, une salle de prière, lorsque, comme on l'a vu dans votre reportage sur la profanation de tombes à Notre-Dame de Lorette, donc au cimetière militaire, ça, ce sont des actes qui sont commis non pas contre l'islam, ce sont contre des personnes qui étaient de confession musulmane. Maître Devers, quelles sont d'après vous les racines et les causes de cette gangrène qu'on appelle l'islamophobie, telle que Maître Hafid vient la définir, c'est-à-dire l'attaque à des biens et à des hommes qui appartiennent à une confession? Vous la remontez à quand et quelle est l'explication que vous donnez? Je sais que le CFCM a conclu avec le ministère de l'Intérieur le Conseil français du culte musulman. Conseil français du culte musulman, qui permettra de bien investiguer. Vu que je crois qu'on aborde des concepts qui sont compliqués, il faut parler des faits et nos opinions, on les met un peu à l'écart. Donc, moi, je me méfie un peu de ma propre observation sociologique, mais il me semble quand même que je vois deux temps. J'ai des souvenirs d'avocats, d'observateurs de la société qui datent de peut-être 20 ou 30 ans, où on avait un racisme bête et brutal. Et puis, avec l'islam, on est passé à quelque chose qui est plus intellectuel, qui est plus construit. Et ce qui me paraît extrêmement dangereux, c'est que je vois des idéologies proclamées, je dis idéologies, je vois également des prises de parole qui consistent à dire que quand même, cet islam, c'est pas comme les autres. Il y a quelque chose, voilà. Donc, quand c'était sur la question de la race, c'était un débat qui était plus vite circonscrit parce que l'idée de la diversité de race supérieure, tout ça, on voit où ça nous mène. Donc le débat est vite clos sur ce plan. Alors que quand vous avez des intellectuels, des prix Goncourt qui viennent instituer l'idée que c'est différent, qu'il y a quelque chose là-dedans, vous donnez un crédit et vous encouragez, c'est le phénomène de lâcher les chiens, et c'est ce que sur le plan du droit on appelle la provocation à la haine. Donc le propos en lui-même, il est construit, il est cohérent, il est présentable, on peut venir sur un discours très civilisé, mais ce discours a pour effet de provoquer la haine, c'est-à-dire non pas provoquer la haine
du musulman qui est la cible, c'est pas l'esprit du droit. L'esprit du droit, c'est de lâcher la haine de celui qui n'attend qu'une légitimation de sa pensée raciste. Donc, vu que je ne peux plus agir sur la race, c'est trop compliqué. Vu que je ne peux pas dire le Marocain ou l'Algérien, parce que ça, c'est pas possible, je dis, ah oui, mais quand même, ils ont leur truc, là. Et puis, ils respectent par-ci. Et puis, ils sont pas comme nous. Et puis, même l'autre l'a dit. Voilà. Donc, c'est ici qu'il faut agir sur le plan juridique. Le plan juridique est efficace, mais il serait insuffisant s'il n'y avait pas l'apport intellectuel pour traiter cette question. Alors, l'apport intellectuel, on l'a, et je crois qu'un certain nombre d'ouvrages sont publiés. Shamseddine Hafid, précisément. Vous venez de publier un ouvrage qui s'intitule « De quoi Zemmour est devenu le nom », dans lequel vous considérez que ce bouillonnant journaliste serait le symptôme. Alors, est-ce que vous considérez que Zemmour est un symptôme, ou c'est beaucoup plus grave que ça ? Il est à la fois un symptôme, bien évidemment, parce que c'est un journaliste qui a aujourd'hui droit de citer, il est sur plusieurs plateaux à la fois et il peut transmettre un certain nombre de messages. Et là, je reviendrai à ce que disait Gilles Devers, c'est qu'effectivement, il y a 20-30 ans de cela, c'était autour d'un café, dans un bar, où on traitait le sale arabe, etc., etc. Par contre, aujourd'hui, c'est à ce niveau-là, niveau de plateau, où on est en train pratiquement de conceptualiser cette islamophobie en attaquant, je dirais, les musulmans, leur comportement, en assénant des vérités. Et lorsque vous parlez d'Éric Zemmour, je prends à ce moment-là, si vous voulez, je le prends à témoin, quand il parle de polygamie, d'endogamie, il est en train d'utiliser des concepts qui existaient il y a de cela fort longtemps, pour aujourd'hui les actualiser en disant sa vérité et en considérant que ce qu'il dit est la réalité aujourd'hui sociologique dans les banlieues. Et donc, on détourne la réalité, on est en train de créer un amalgame, mais surtout, on essaye de fixer du doigt l'autre, l'étranger, celui qui ne pourra jamais s'intégrer dans la société française, et c'est ça qui est extrêmement dangereux. Donc c'est une forme de xénophobie et de racisme qu'il faut bien évidemment dénoncer. Je dois le rappeler tout de suite que votre livre, De quoi Zemmour est devenu le nom, aux éditions du Moment, n'est absolument pas une polémique avec le journaliste, c'est plutôt le journaliste comme un symptôme, mais par contre vous analysez les causes profondes de cette maladie, de cette phobie, de cette gangrène, appelons-la comme on veut, et donc vous vous situez sur un autre niveau, un débat beaucoup plus important, beaucoup plus profond. Maître Gilles Devers, d'abord le débat que pose Maître Hafid dans son livre est un débat de fond sur l'appartenance, sur la référence, sur l'identité. Tout à l'heure, vous avez dit qu'un manque de savoir provoque de l'ignorance. Ben voilà des gens qui sont parfois instruits et pourtant, je dirais, ça ne règle pas le problème d'islamophobie. Est-ce que le débat posé par Maître Hafid est un débat de fond pour vous ? Oui, c'est un débat de fond parce qu'il s'agit de détruire l'idée d'une religion qui n'est pas comme les autres. Voilà, je crois que les choses, mon analyse se situe très clairement sur ce plan. Et je trouve très intéressant que ce livre soit écrit par un avocat et qui pose la question de fond, parce que Shems, qui est un ami, ne va pas me dire qu'il est plus musulman quand il est en Algérie ou en voyage au Maroc que quand il est à Paris. Donc sa foi se vit, elle doit comprendre un certain nombre de manifestations extérieures qui sont protégées, et le grand intérêt de la démarche juridique par rapport à l'islam, et là je parle du droit de la religion, du droit de la liberté de penser, pas du droit musulman qui est autre chose, c'est de montrer que nous utilisons pour la compréhension, pour la pédagogie, pour nos écrits, pour les procès, les armes fondamentales des droits et libertés depuis 1789, le droit européen dans ce qu'il a de plus essentiel, notamment l'article 9 de la Convention, et que quand il faut rentrer vraiment sur une procédure, nous utilisons des jurisprudences qui ont pu être rendues à propos de la communauté juive, à propos de la communauté catholique, à propos des protestants, parce que on trouve, hélas, je veux dire que c'est un phénomène de mode sur tel ou tel plateau et telle ou telle vedette, mais cette bêtise crasse du racisme et du rejet de celui qui vous pose des questions que vous ne savez pas trop bien comment gérer, c'est extrêmement ancien. Donc on profite des combats anciens, et en tant qu'avocat gaulois, je dirais que j'appelle volontiers les musulmans à se saisir de nos outils communs pour montrer que cet islam se vit en Europe avec simplicité.
destruction, agression, profanation de lieux musulmans. Et pourtant, tout le monde, ou presque, s'accorde à dire que l'islam est déjà un élément du décor, si je me permets de le dire, de la République. Voyons le reportage qui va venir, qui va nous démontrer effectivement que la réalité de l'islam est tout à fait différente de ce qu'on imagine. La France est un pays où il n'y a pas de place pour la burqa, où il n'y a pas de place pour l'asservissement de la femme. Au début de l'année, le débat sur le voile intégral a cristallisé tensions et interrogations autour de la place de l'islam dans la République. Ne mélangeons pas cette question, qui est une vraie question, mais qui se pose heureusement de façon marginale et qu'il faut faire reculer durablement en France, avec la question de l'islam. Pour nous, musulmans de France, nous sommes interpellés, nous sommes les premiers interpellés parce que nous voulons comprendre pourquoi ces femmes vivant en France, de nationalité française et de confession musulmane, portent un voile intégral, alors que dans la religion musulmane, aujourd'hui à la lecture du Coran, cette interprétation est extrêmement minoritaire. Les musulmans de France ne comprennent pas et n'acceptent pas que certains, ouvertement ou insidieusement, sèment le doute sur leur adhésion pleine et entière aux valeurs de la République. Aujourd'hui, je profite de parler avant de mourir. Je suis un ouvrier de France, je suis retraité de France. Dieu merci, aujourd'hui à Bagneux, je peux parler à tous les Français, peut-être même dans le monde. Nous sommes fiers d'avoir choisi cette liberté, cette civilisation avec d'autres, la main dans la main et sans faire de différence avec les autres. Ce n'est pas venir avec ses idées d'ailleurs, soit musulmans ou non musulmans, dire attention, nous on est comme ça, laissez-nous vivre comme on pense, on est dans un pays laïque et de liberté. Pour qu'aujourd'hui il y ait une cohérence entre la politique et l'islam de France, il faut qu'il y ait un petit peu de concession des deux côtés. Dans la République, la religion musulmane doit être autant respectée que les autres religions. Pourquoi focaliser simplement sur les musulmans ou sur, entre guillemets, les arabes? Pourquoi? Je ne sais pas. On parle toujours d'intégration. Qu'est-ce que l'intégration? À partir de quelle génération? De la 5e, la 10e génération? On dirait que les jeunes sont intégrés. Vaste question. Maître Devers, ce reportage vous inspire quoi dans la diversité des paroles et des discours prononcés concernant l'intégration de l'islam en France? Si on fait des photos, je pense qu'on est pessimiste. Si je fais du cinéma, je suis plus optimiste. C'est-à-dire que je viens de Lyon. Il y a 20 ans, la mosquée de Lyon, on en parlait et c'était un objectif inatteignable. Elle existe, elle est parfaitement installée, d'autres se sont construites. Et donc l'idée qu'effectivement il y a des musulmans qui ne sont pas simplement de passage, mais qui vivent et qui nous apportent, est une réalité qui pour cela progresse. Bon, mais je vois également apparaître des obstacles nés de quoi? De l'incertitude du moment, du sentiment de crise, d'un avenir qui se dessine mal, de rivalité, ou les fonds profonds, les tréfonds du rejet qui parlent. Et c'est vrai qu'on voit actuellement des mécanismes qu'il faudrait être aveugle pour ne pas être inquiet. Voilà. Donc il faut résoudre cela, à la fois par des actions très circonstanciées, très pointues, quand il est nécessaire, et les tribunaux sont là pour ça, et puis par un travail déjà de fraternité, ça c'est tous les jours, et puis d'avancer, les musulmans progressent dans leurs projets. Maître Hafiz, je l'ai rappelé au début, vous êtes vice-président du Conseil français du culte musulman. De votre point de vue, quel serait le rôle, la posture des musulmans, justement, la responsabilité des musulmans, pour ne pas prêter le flanc? Une des personnes qui a été interviewée dans votre dernier reportage le dit, il faut des concessions de part et d'autre. Et aujourd'hui, c'est important de dire à tous les musulmans de France que la religion musulmane, d'abord, sa particularité, c'est la discrétion. Dans, je dirais, l'exécution des rites quotidiens, etc., on voit beaucoup de musulmans exercer leurs 5 prières, les différents rites, dans une discrétion absolue.
Nous ne sommes pas là pour provoquer l'autre, nous ne sommes pas là pour gêner ou embarrasser celui qui ne partage pas notre foi. Et c'est comme cela que nous pourrons réellement nous faire reconnaître, nous faire adopter par les autres. Il y a une communauté nationale, nous faisons partie de cette communauté nationale, donc il faut savoir exactement où est notre place. Et comme le disait tout à l'heure Gilles, il y a un corpus qui permet aujourd'hui, du fait de l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme et des grands principes de droit français qui reconnaissent la liberté d'exercice du culte, mais également il y a un comportement que nous devons avoir quotidiennement pour éviter d'heurter la sensibilité des personnes qui ne sont pas de cette confession. Alors, le Conseil français du culte musulman est né en 2003, à vocation justement à permettre aux musulmans de pratiquer dignement leur culte. Que fait le CFCM dans le cadre de ce combat qui est le sien, qui est celui de toute la communauté nationale, contre justement l'islamophobie? D'abord, le Conseil français du culte musulman se mobilise et s'est mobilisé sur cette question. D'abord, de façon factuelle, nous faisons en sorte pour que ça soit un combat quotidien, parce que nous savons que les musulmans de France sont extrêmement sensibles à ce genre d'actes hostiles à leur égard, et donc nous faisons en sorte, je vous donne un exemple, récemment, lors d'une rencontre avec le président de la République, nous avons dit que les mots sont importants, et lorsqu'on parle d'islamistes, de terroristes islamistes, etc., le fait qu'il y ait ce lien entre l'islam et le terrorisme doit être banni dans le langage des hommes politiques. Mais sur le plan concret, nous avons le 17 juin dernier signé avec le ministre de l'Intérieur une convention cadre pour nous permettre de véritablement faire de la statistique, malheureusement, mais on est obligé de le faire parce que, comme je le disais au début de cette émission, qui est difficile de définir l'islamophobie, de tenir véritablement une statistique, de savoir combien aujourd'hui de musulmans et de lieux de culte sont touchés, pour que nous puissions faire avec le ministère de l'Intérieur un recoupement au niveau de l'information et à partir de ce diagnostic mettre en place, je dirais, les mesures nécessaires pour pouvoir enrayer ce phénomène. Donc le CFCM a une large responsabilité dans ce domaine, mais il n'est pas le seul. Il faut que les autres associations se mobilisent aux côtés du CFCM pour faire ce travail qui est très important. Alors, le rôle des musulmans, des organisations représentatives vient d'être éclairé par Maître Hafiz, mais les pouvoirs publics, ils ont un rôle, ne serait-ce que parce qu'ils sont les garants de l'ordre public. Et justement, quelle est la responsabilité du politique et des politiques dans ces situations, Maître Gilles Levert? Écoutez, moi, je répondrai par un vieil adage de la déontologie médicale, qui est que si on ne peut pas soigner, on ne fait pas de mal. Primum non nocere. Donc je pense que la première chose à faire aux musulmans, c'est de leur ficher la paix et de les laisser vivre. Voilà. C'est-à-dire que je vois quand même un peu par l'agitation, peut-être la main politique n'est pas toujours très loin, une montée en puissance d'un certain nombre de problèmes qui sont microscopiques et qui deviennent des cas nationaux. Voilà. Alors il faudrait s'abstenir, être plus sérieux et appeler au calme très clairement sur ces questions et à la compréhension, mais admettre aussi que les musulmans font beaucoup de bien à la société française parce qu'ils nous permettent de reposer de manière concrète et réelle, un peu cruciale, la question de la laïcité. Et la laïcité, grand débat, nous parlons ici aux juristes, pour nous c'est une loi 1905 qui est lue par le droit européen, mais on est très souvent sorti du cadre de cette loi dont on parle sans l'avoir lue pour en créer un véritable mythe qui devient un peu de l'anti-religion. Et je pense que dans la société française, il y a un rapport profond qui est mal réglé, où en gros, on pensait qu'on avait réglé la question des religions parce que l'Église catholique était très présente dans l'organisation du pouvoir et dans la société, connaissait un certain recul. C'était un petit peu vu comme cela. Et puis on voit maintenant une religion avec des gens qui vivent, avec un clergé qui n'en est pas vraiment un, pour moi qui ne suis pas musulman, et on voit que les mosquées sont pleines, et on voit ce désir, et on voit le ramadan qui est extrêmement marquant et un moment très fort. Et donc la société se dit, bon, mais alors c'est un peu plus compliqué, donc il va
va falloir revoir ça. Alors moi, je dis un grand merci aux musulmans pour nous permettre de reposer la question de la laïcité, de voir où on en est avec la liberté de religion. Quel est le cadre juridique qui permet aujourd'hui de s'opposer à ce type de propagande, de vindicte publique, de considérer les musulmans comme étant hors de la République? Quel est le cadre juridique? Vous savez, quand en 2001, tout au début de l'année 2000, avec Gilles Devers, nous avions fait un procès à Michel Houellebecq. Et lorsque nous étions sortis d'un référé le soir très tard du palais de justice, un journaliste m'avait interpellé pour me dire « Maître Hafiz, quelle fatwa vous allez prononcer contre Michel Houellebecq ?» Ça n'a pas été une fatwa qui a été prononcée. Michel Houellebecq avait traité la religion musulmane, j'oserais pas le dire sur votre plateau. Nous lui avons fait un procès, nous n'avons pas cherché à faire une fatwa. Donc c'est pour répondre à votre question, il y a un cadre juridique, il y a des tribunaux. Alors le cadre juridique est extrêmement clair, il y a, comme je le disais, la loi du 29 juillet 1881 sur le droit de la presse, qui prévoit un certain nombre d'infractions telles que la diffamation, l'injure, l'incitation. Et cette loi, par la suite, a été légèrement modifiée, voire modifiée de façon importante avec la loi Guesso et une modification du code pénal qui a introduit des dispositions à cette loi de 1881 qui aujourd'hui prévoit un certain nombre d'infractions comme l'incitation et la provocation à la haine religieuse. Donc il y a un cadre aujourd'hui qui est extrêmement, je dirais, intéressant dans la mesure où effectivement tous les actes hostiles, je dirais, aux musulmans et à leur religion sont prévus dans le dispositif juridique français. Donc le recours à la loi reste incontournable, une arme effectivement très importante entre les mains de tous les citoyens et toutes les associations. Alors comment voyez-vous justement l'avenir à la fois de la communauté musulmane dans l'espace républicain et puis le combat contre toute forme d'ailleurs de racisme, islamophobie compris, Maître Devers? Je pense que la construction par le droit peut être tout à fait productive parce qu'elle montre la capacité des musulmans de défendre leurs droits en tant que minorité. Alors que le reproche idiot qui est fait, c'est toujours celui de l'essentialisme. Et l'idée que des minorités puissent se saisir du droit fondamental, du droit européen, de la loi de 1905 pour défendre des pratiques religieuses minoritaires sur une terre qui ne sera pas musulmane, sur des sociétés où l'islam restera minoritaire, je trouve que c'est excellent pour ces communautés et comme message vis-à-vis du monde. Moi je crois qu'il faut également, à toute proportion gardée, voir que cette notion d'islamophobie n'est pas répandue comme on le sent. Les musulmans sont en train de s'intégrer de façon tout à fait harmonieuse dans la société française. On ne peut pas dire aujourd'hui que la France est raciste. Il y a un certain nombre d'agissements qui sont dus, je dirais d'abord à la méconnaissance, et puis il y a une telle relation entre la France et son ancien empire colonial, parce qu'aujourd'hui les communautés musulmanes viennent principalement du Maghreb, de l'Afrique subsaharienne, etc. Et qui fait que nous avons encore eu cette relation passionnée, mais je crois que aujourd'hui on voit que l'islam est là, les musulmans sont en train de s'intégrer dans la société française. Il faut simplement poursuivre tout acte anti-musulman lorsque malheureusement ça se commet. Merci. Je rappelle les ouvrages qui nous ont aidés à préparer cette émission. Shamseddine Hafiz, De quoi Zemmour est devenu le nom, vous en avez tout à l'heure parlé, aux éditions du moment. Shamseddine Hafiz et Gilles Devers, il y a quelques années, et on vous avait justement reçu à l'occasion de l'apparition de cet ouvrage, Droit et religion musulmane, aux éditions Dalloz. Thomas Deltombe, l'islam imaginaire, la construction médiatique de l'islamophobie en France, de 1975 à 2005, aux éditions La Découverte. Un ouvrage savant. Les Grecs, les Arabes et nous, enquête sur l'islamophobie savante, sous la direction de Philippe Buten, Alain de Libera, Marwan Rached et Irène Rosier-Katache, aux éditions Fayard. Et puis, Algérie, 1954-1962, lettres, carnets, récits des Français et des Algériens dans la guerre, de Benjamin Stora avec Tramor Kemener. Vous pouvez évidemment regarder votre émission et vous allez directement sur le site de France 2. Vous cherchez donc la rubrique Les chemins de la foi. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons un très bon dimanche, une excellente semaine et nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain.